Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une présentation de ce qu'est la fonction arc-cosinus. Il faut savoir que les fonctions cosinus, sinus et tangente sont ce qu'on appelle des fonctions circulaires. Des fonctions qu'on obtient avec un travail sur le cercle trigonométrique. Et donc la fonction arc-cosinus, elle, c'est ce qu'on appelle une fonction circulaire réciproque. Ça va être la réciproque de la fonction cosinus sur un certain intervalle. Alors, avant de vous présenter ce que c'est arcos, je vais d'abord vous présenter ce que c'est qu'une réciproque, avec des exemples que vous connaissez. L'exemple vraiment le plus emblématique de ce qu'est une fonction réciproque, ou ce que sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre, eh bien c'est exponentielle et ln. Alors l'exponentielle, c'est une fonction qui est définie sur R, qui prend ses valeurs uniquement strictement positives, donc c'est dans R plus étoile, ça c'est l'ensemble, donc image de R, et à x, on associe donc exponentielle x, que je noterai e de x. D'accord ? Eh bien, on a vu une deuxième fonction, la fonction ln, qui, elle, fait exactement le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on part de nombres strictement positifs. Ça donne des valeurs qui peuvent être n'importe quel nombre réel, et à x, on donne ln de x. Qu'est-ce qu'ont en particulier les deux fonctions ? La première chose, quel que soit x appartenant à R, si vous faites logarithme de exponentielle x, vous retombez sur x. Et pour tout nombre x appartenant à R plus étoile, donc strictement positif, exponentielle de ln de x est égale à x. D'accord ? Quand on enchaîne comme ça deux fonctions, on dit qu'on les compose. Le symbole, normalement, c'est un rond. Ici, on vient de dire que ln rond exponentielle est égal à l'identité sur R. C'est-à-dire que si vous prenez un nombre x, si vous lui appliquez la fonction exponentielle puis la fonction ln, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Et dans l'autre sens, exponentielle rond ln, eh bien ça donnera l'identité, mais dans R plus étoile. C'est-à-dire que n'importe quel nombre strictement positif, si vous faites ln puis exponentielle, vous êtes revenu à votre point de départ. Eh bien on dit que ln et exponentielle sont deux fonctions réciproques. L'une de l'autre sont donc réciproques. Alors c'est très intéressant ça parce que, eh bien, graphiquement, ça a une influence sur leur courbe. Voici une allure de la courbe exponentielle. Qu'est-ce qu'on peut y remarquer ? Eh bien, que exponentielle de 0 est égale à 1. D'accord ? Donc la fonction exponentielle, eh bien, elle envoie 0 sur 1. Eh bien, dans l'autre sens, la fonction ln, vous savez que ln de 1 est égal à 0. Donc la fonction ln, elle fait ça dans le sens inverse. À 1, elle associe 0. Graphiquement, ça veut dire que ici, le point de coordonnées 0, 1, il est sur la courbe de l'exponentielle. Par contre, le point de coordonnées 1, 0, qui est ici, il sera sur la courbe du logarithme. Chaque fois que vous avez une image avec l'exponentielle, vous aurez donc une autre relation avec le logarithme. Et cette relation, elle va inverser x et y. Regardez, deuxième exemple. Exponentielle 1, exponentielle ici, je parle de l'exponentielle, oui, exponentielle 1, c'est e, et ln de e, vous savez que c'est 1. Donc, l'exponentielle envoie 1 sur e, et le logarithme envoie e sur 1. Vous voyez, ça inverse ses coordonnées. Donc, ce point que vous avez là, vous allez le trouver symétriquement en e, et ici. Donc, e est envoyé sur 1, donc vous allez le trouver ici. Alors, qu'est-ce que ça donne comme, comme propriété ? Eh bien, c'est une symétrie par rapport à cette diagonale ici, qu'on appelle la première bisectrice du plan, qui a pour coordonnée y égale x. Et donc la courbe du logarithme, on la déduit très simplement de l'exponentielle par une symétrie. Donc l'asymptote que vous avez là, vous allez la retrouver ici. Et donc vous avez une courbe qui est exactement la même que l'exponentielle, mais symétrique. Et ça va être le cas pour toutes les fonctions réciproques l'une de l'autre. Leurs courbes, puisqu'on a un échange de coordonnées, sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Et cette symétrie axiale, en fait, on sait qu'elle échange des coordonnées. Et donc, on va s'en servir après pour se rappeler des courbes des fonctions réciproques. Deuxième exemple que vous connaissez, la fonction carré. La fonction qui à x associe x2, c'est donc ce qu'on appelle la fonction carré. Elle va de R dans R+. D'accord ? Et vous connaissez sa courbe, c'est une parabole. Quel est le problème par rapport à l'exponentielle ?
imaginons le nombre 2. 2, je l'envoie sur 4. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est dans l'autre sens. Eh bien, le souci, c'est qu'il n'y a pas que 2 qui est envoyé sur 4, il y a aussi moins 2. Vous voyez, donc, comment retrouver lequel est le bon? Ben, vous ne pouvez pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas fabriquer des réciproques quand vous avez une fonction qui peut avoir 2 fois la même image, ou même 3 fois ou 4 fois. Donc, il va falloir travailler sur un intervalle où chaque nombre de l'ensemble de départ a une image, et une image différente de toutes les autres images. D'accord? Ça veut dire, autrement dit, vous ne pourrez pas travailler sur la parabole entière, puisque à chaque image que vous choisirez, vous aurez 2 possibilités. Donc, on ne peut pas fabriquer ce qu'on appelle de réciproque sur un ensemble où la fonction, vous voyez, a plusieurs points sur la même hauteur. Donc, quand on est en terminale ou même en début post-bac, on va travailler avec des fonctions qui sont strictement croissantes ou strictement décroissantes. C'est pour ça qu'ici, la fonction carré, on va la travailler uniquement sur R+, qu'avec des nombres positifs. Et dans ce cas-là, pour inverser un carré, comment on fait? C'est la fameuse fonction racine carrée. Cette fonction racine carrée, a un nombre x, elle associe racine carrée de x. Et effectivement, racine carrée de x, c'est le nombre positif qui au carré va donner x. Et donc, si je la note comme ceci, racine carrée et la fonction carré. Alors évidemment, carré sur R+, sont 2 fonctions réciproques. Ça veut dire que si vous faites racine carrée rond carré, vous allez retrouver l'identité sur R+. Et si vous faites carré rond racine carré, vous tomberez aussi sur l'identité. Autrement dit, je prends par exemple le nombre 2, je le mets au carré, ça me donne 4. Si je prends la racine carrée, je trouverai 2. Et vous voyez que je suis revenu au point de départ. Si je prends 3, si je prends 3, par exemple, je mets au carré, ça fait 9, je retrouverai 3. Dans l'autre sens, si je prends 9, je prends la racine carrée, ça me donne 3, je remets au carré, ça me donne bien 9. Donc ces 2 fonctions, vous voyez, elles annulent leurs effets l'une et l'autre. Et donc ce sont 2 fonctions réciproques, mais vous voyez, on a été obligé, par contre, de restreindre la fonction carré sur un domaine où il est possible d'inverser. Donc il va falloir travailler, et c'est ce qu'on va faire avec la fonction arc-cosinus. On va travailler avec le cosinus, mais sur un domaine où chaque image n'a qu'un seul antécédent. Regardons la courbe de la fonction cosinus. Si par exemple je prends cosinus 1/2, je vais me placer 1/2. Quel est le nombre dont le cosinus vaut 1/2? Le souci, c'est que ma question, elle n'a pas de sens, parce que quel est le nombre? Vous avez celui-là. Donc si je prends 1/2, par exemple, ça peut être pi sur 3. Mais le souci, c'est que vous en avez beaucoup, parce que la fonction cosinus, elle est périodique. Donc si on vous pose la question cosinus x égale 1/2, vous avez une infinité de possibilités. Donc si je veux, moi, créer une fonction qui me permettrait comme ça, d'annuler l'effet d'un cosinus, il faut que je travaille sur un domaine où chaque image n'a qu'un antécédent. Et donc ce domaine, il va falloir le choisir. Alors quel a été le choix qu'on a fait? On a choisi le domaine entre 0 et pi. C'est-à-dire ici, sur toute la partie strictement décroissante, de 0 jusqu'à pi. Sur le cercle, ça correspond à quoi? On part de 0, on va décrire le demi-cercle supérieur, et on s'arrêtera à pi. Pour chaque abscisse que vous donnerez entre -1 et 1, vous allez trouver une et une seule valeur de x dont le cosinus sera ce nombre. Ça veut dire que la fonction, donc, arc cosinus, donc elle est définie sur 0, sur -1, pardon, sur -1, et elle vous redonne un angle entre 0 et pi. Donc si je vous dis 1/2, la fonction arc cos va vous renvoyer pi sur 3. Vous renverra le nombre entre 0 et pi dont le cosinus vaut 1/2. Donc la définition qu'on pourrait donner, assez simple, c'est donc la fonction arcos, c'est une fonction définie sur -1, 1 qui prend ses valeurs dans 0 pi, et à x on associe quoi? On va associer le nombre petit a de l'intervalle 0 pi tel que cosinus petit a est égal à x.
D'accord? Il est unique, puisque sur cet intervalle, la fonction cosinus est strictement décroissante, sur 0π, et donc chaque nombre entre -1 et 1 correspond à une seule valeur de l'intervalle 0π. Alors maintenant, on va calculer quelques valeurs de cette fonction arcos. Donc ici, on va prendre les valeurs de x entre -1 et 1. Donc je vais prendre -1, on va prendre toutes les valeurs de cosinus qui sont connues. -1, alors vous avez évidemment 0. On aura donc les connus. Alors, on a donc 1/2. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. On a aussi 1. Et dans l'autre sens, on aura les mêmes, mais en négatif. -1/2. Racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Alors, quel est ici arccosinus de x? Alors, on va commencer par lequel? Commençons par 1. Quel est le nombre dont le cosinus vaut 1? Eh bien, vous vous placez donc ici. On est sur 0π, obligatoirement. Eh bien, le seul nombre, ici, ça sera donc 0. Donc, arccosinus de 1 vaut 0. Ensuite, ceux qui sont faciles à trouver, on va se placer en haut, donc en π sur 2. Vous savez que le seul nombre de cosinus vaut 0, c'est π sur 2. Ensuite, en π, cosinus vaut -1, donc arccosinus de -1, c'est π. Et je ne vais mettre ici que des réels entre 0 et π. Donc 1/2, vous devez savoir, le nombre de cosinus vaut 1/2 entre 0 et π, c'est π sur 3. Donc, par symétrie de l'autre côté, j'aurai 2π sur 3. Donc, -1/2, c'est 2π sur 3. Ensuite, racine de 2 sur 2, vous savez que c'est π sur 4. Racine de 3 sur 2, c'est π sur 6. Et de l'autre côté, on aura donc 5π sur 6 et 3π sur 4. Voilà vos premières valeurs d'arccosinus. Regardez bien sur GeoGebra. Alors, ici, ça, c'est donc la courbe de ma fonction sinus sur R. Alors maintenant, je vous ai dit, on ne va travailler que de 0 à π. Donc, voilà, ça, c'est le cosinus sur 0π. Si je dois faire donc la courbe de sa fonction réciproque sur cet intervalle, qu'est-ce que je vous ai dit? On va tracer la droite d'équation y égale à x. Voilà, c'est celle-ci, la première bisectrice du plan. Et on va prendre le symétrique de ma courbe rouge, ici. Et regardez ce que ça donne. Ça donne ceci. Et bien ceci, c'est la représentation graphique de la fonction arccosinus sur -1, 1. Essayons de comprendre comment explique-t-on la forme de cette courbe, sans parler forcément de la symétrie. Regardez, on part en -1. Donc en -1, en abscisse, on est ici à gauche. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quand x se déplace de -1 vers 1, donc on se déplace sur l'axe horizontal vers la droite, et donc l'angle au départ, c'est π. Donc vous voyez pourquoi ici, on a à peu près π. Qu'est-ce qui va se passer? On va se déplacer vers la droite. En même temps, le point va se déplacer sur le cercle pour nous permettre de trouver l'angle qui correspond. Le réel qui correspond donc à notre cosinus entre 0 et π. Donc on va partir de π et on va descendre, vous voyez, jusqu'à 0. Quand on se déplace vers la droite, l'angle diminue et passe de π à 0. Donc vous voyez bien sur la courbe, ça se voit. Point de départ en -1π, point d'arrivée en, donc ici 1, 0. Pourquoi ça descend comme ça? Eh bien regardez au début, quand on va vers la droite, l'angle va très très vite augmenter à cause de la forme du cercle ici. Donc on va avoir un départ extrêmement rapide, une diminution très rapide par rapport à l'avancée horizontale. Donc vous voyez, on a donc au départ ici une tangente verticale. Ça démarre très vite. Et plus on va avancer vers la droite, plus cette croissance va diminuer pour atteindre, quand on est exactement en haut, une pente de 1. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en haut, vous êtes quasiment parallèle donc à notre segment de l'axe des abscisses. Et donc ici, la progression horizontale va être la même que la progression sur le cercle. Donc, dans un repère orthonormal, à cet endroit-là, vous avez une pente égale à -1. D'accord? Et ensuite, quand vous allez continuer à aller vers la droite, vous allez vous rapprocher ici
de l'extrême droite du cercle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous allez vous approcher, vous êtes presque en 1, mais vous avez encore pas mal de chemin à parcourir. Donc, vous allez avoir une pente très grande. C'est pour ça que la courbe de la fonction Arcos, vous avez un démarrage vraiment vers le bas. Après, la croissance, enfin, les pentes diminuent en valeur absolue. Et après, hop, vous avez une réaccélération quand on s'approche en fait des bords du cercle. Et voilà donc l'explication de cette forme. Sinon, par symétrie, eh bien, vous savez que le cosinus, tangente horizontale au départ, donc par symétrie, tangente verticale de sa courbe symétrique. Donc, ça explique aussi cette vraiment descente très rapide. Et quand on est à droite, le cosinus, ici, vous voyez, quand on s'approche ici de pi, c'est une tangente horizontale. Donc, par symétrie, eh bien, vous aurez une tangente verticale ici. Donc, cette courbe, elle s'explique très bien et on peut s'en rappeler avec ces petites constatations, ces circulations sur le cercle qui vous indiquent la forme de la courbe en fonction de la circulation sur notre cercle. Donc, les propriétés de Arcos. Tableau de variation, la fonction Arcos, vous avez bien compris, elle décroît. Quand on passe de -1 à 1, notre angle passe de pi à 0. Elle est strictement décroissante. Donc ça, c'est l'évolution de arc cosinus x. On peut dire aussi que quel que soit x appartenant à -1, arc cosinus x est supérieur ou égal à 0. Une fonction positive. Deuxième propriété, et là on va vraiment parler de fonction réciproque. Si je fais cosinus de arc cosinus x pour un nombre x, donc je vous dis appartenant à -1, eh bien ça, je retombe sur x. Exemple, cosinus de arc cosinus de, par exemple, 1/2. Eh bien, il faut d'abord que je trouve arc cosinus de 1/2. Je vous ai dit que c'était pi sur 3. Ça fait donc cosinus pi sur 3. Et je retombe donc sur 1/2. D'accord? Donc, quand on fait une composée de arc cosinus par cosinus, eh bien, on tombe sur l'identité. Mais sur -1. D'accord? Donc, cosinus rond arc cosinus, c'est égal à l'identité sur -1. Dans l'autre sens, je prends un nombre entre 0 et pi, et je considère arc cosinus de cosinus x, eh bien je vais aussi retomber sur x. Autrement dit, arc cosinus rond cosinus, c'est égal à l'identité, mais sur 0 pi. Donc quand on fait de l'opération cosinus suivie de l'opération arc cosinus, quand on fait ces deux fonctions l'une après l'autre, on revient sur notre point de départ et dans l'autre sens aussi. Et donc, eh bien, arc cosinus, c'est la définition, c'est la réciproque, on est la fonction réciproque de cosinus, mais sur 0 pi. D'accord? On a été obligé de restreindre cosinus sur une zone où chaque image n'avait qu'un antécédent et on a choisi l'intervalle 0 pi. Ça veut dire qu'on aurait pu faire un choix différent, prendre un autre intervalle que 0 pi et on aurait obtenu une autre fonction qui n'aurait pas été la même puisqu'elle n'aurait pas eu le même ensemble de définitions. Propriété suivante, très intéressante aussi. Sinus de arc cosinus x, eh bien ça vaut racine carrée de 1 moins x2. Ça, c'est assez étrange parce qu'on a plein de sinus et de arcos et on tombe sur une fonction, une expression qui n'a plus de fonction trigonométrique. Alors, pourquoi c'est vrai, ça? Eh bien, c'est assez simple parce que on sait que arc cosinus x, eh bien, ça appartient à 0 pi. Donc, première chose, si vous prenez son sinus, c'est un nombre positif. Le sinus d'un angle entre 0 pi, d'un réel entre 0 et pi, eh bien, vous voyez bien, on est en haut, c'est donc positif. Il suffit juste bien de se rappeler que sinus carré d'un nombre, c'est 1 moins cos carré de ce nombre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'un sinus, c'est racine carrée de 1 moins cos carré ou moins 1 moins cos carré. Ici, je vous ai dit, le sinus est positif. C'est donc la première version qu'on va retenir. Conclusion de ce que je viens de dire. Le sinus de arc cosinus, ça sera donc la racine carrée de 1 moins cosinus de arc cosinus x. Et je vous ai dit,
Alors j'oublie, pardon, le carré, excusez-moi, au carré. Je vous ai dit que cos de arc cosinus, ça faisait x, donc ici, ça fait racine de 1 moins x2. Donc on retient bien cette formule, on va s'en servir pour déterminer la dérivée de notre fonction arc cosinus. Alors, la dérivée. Alors pour ça, j'ai besoin d'une formule. C'est la dérivée d'une composée. Dérivée de f rond u. Bien, vous devez savoir, il faut la prendre. C'est donc u' multiplié par f' rond u. Autrement dit, je vais faire un exemple tout de suite. Vous devez, par exemple, dériver exponentielle u. Exponentielle u, vous savez, c'est exponentielle qu'on compose avec u. Donc c'est exponentielle rond u. Je fais d'abord u, puis l'exponentielle. Ici, j'applique la formule, ça fera u' multiplié par la dérivée d'exponentielle, donc lui-même, et vous retrouvez une formule u' exponentielle u. Cette formule ici qui permet de dériver toutes les composées, il va falloir la retenir. Alors, il y a des petites conditions d'application, mais là, on ne va pas se préoccuper de ça, parce que j'en ai besoin pour montrer et pour déterminer quelle est la dérivée d'arc cosinus x. Alors, pour ça, vous allez voir, je vais considérer une fonction, je vais l'appeler comme en grand g, voilà, g de x, qui sera donc cosinus de arc cosinus x. Je vous ai dit que cette fonction, elle valait x. Là, on est donc sur moins 1. Je vais dériver. Quelle est la dérivée de g'? Eh bien, c'est une composée. C'est arc cosinus que vous avez mis dans cosinus. Donc, j'applique ma formule. J'aurai donc u', c'est-à-dire la dérivée d'arc cosinus, que je ne connais pas encore, multiplié par la dérivée de cosinus qui est moins sinus, que j'applique en arc cosinus x. Je peux aussi dériver en partant de x. Si je dérive, j'obtiens 1. Donc ma dérivée vaut 1. Et regardez bien ce qu'on a dans ma parenthèse ici. J'ai quelque chose que j'ai déjà travaillé tout à l'heure. Je vous ai dit que ça faisait racine de 1 moins x2. Et donc, arc cosinus prime de x multiplié par donc moins racine de 1 moins x2, c'est égal à 1. Et donc ici, arc cosinus prime de x, c'est donc moins 1 sur racine de 1 moins x2. Alors, pour appliquer cette formule, par contre, j'ai admis quand même quelque chose, je vous le dis, j'ai admis qu'on pouvait dériver sur moins 1. Autrement dit, il faut admettre qu'une fonction ici, comme la fonction cosinus, eh bien, elle va être dérivable, la cosinus, et sa réciproque va être dérivable partout où la fonction cosinus était dérivable avec une dérivée non nulle. Alors ça veut dire qu'ici, on va avoir un petit problème, parce que le cosinus, vous savez que sa dérivée, elle s'annule en 0 au départ et à l'arrivée. Et donc ça veut dire que par symétrie, votre fonction arcos ne sera pas dérivable en moins 1 et en 1, parce qu'on y aura des tangentes verticales. Donc la dérivée de arcos, eh bien par contre, ici, il va falloir rectifier une petite chose, c'est qu'elle ne va être valable que sur moins 1. Donc la fonction arc cosinus x est dérivable sur l'ouvert moins 1, d'accord, et sa dérivée, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x2. Et c'est pareil, vous pouvez l'apprendre, vous en aurez besoin parfois pour faire des calculs de primitives. Donc je résume ce qu'il faut savoir. Arc cosinus, c'est la réciproque de cosinus sur 0π. Arc cosinus est strictement décroissante. Arc cosinus est une fonction continue sur moins 1 et dérivable sur l'ouvert moins 1. Attention, parce qu'on a des tangentes verticales en moins 1 et 1. Et donc, sa dérivée sur cet intervalle, arcos prime, c'est la fonction kx associe moins 1 sur racine de 1 moins x2. Et ça, je répète, sur moins 1. Donc voilà tout ce qu'il va falloir savoir faire. Et je rappelle les deux formules que je vous ai données. D'abord, c'est positif, mais ensuite, cosinus de arc cosinus x est égal à x. Et sinus de arc cosinus x est égal à racine de 1 moins x2. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ça, c'est donc valable sur moins 1, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? Est-ce que arc cosinus de cosinus x, ça fait toujours x? Eh bien, il faut faire attention. Sur 0π,
sur 0π, ça ne pose pas de problème. C'est vrai, parce que arcos et cosinus sur 0π sont réciproques. Donc ça, c'est obligatoirement vrai sur 0π. Mais qu'en est-il si on prend un nombre en dehors? Par exemple, je prends 3π sur 2. Je prends x égale 3π sur 2. Combien vaut arc cosinus de cosinus x? Est-ce que je retrouve 3π sur 2? Ben non, parce que ça va faire arc cosinus de cosinus 3π sur 2, qui vaut 0. Et vous voyez qu'en prenant arc cos de 0, je retrouve, et là c'est intéressant, pi sur 2. Je ne retrouve pas 3π sur 2. Donc attention, quand on est sur un domaine extérieur à 0π, quand on fait arc cos après avoir pris le cosinus, on ne retrouve pas la même valeur. On est renvoyé obligatoirement sur 0π, donc il faut faire très attention. Alors maintenant, on va bien regarder la courbe. Et ici, eh bien, on a une nette impression qu'on a un centre de symétrie à cet endroit-là, c'est-à-dire au point que j'appellerai oméga de coordonnées 0. Et ici, la moitié par rapport au haut. On sait qu'en haut, l'image de moins 1, c'est pi. Donc ça fait 0, pi sur 2. Alors, est-ce qu'on peut démontrer cette symétrie? Qu'est-ce qu'elle va impliquer? Alors ici, je vais prendre une abscisse x, d'accord? Là, j'obtiens donc le point de coordonnées x, arc cosinus x, et son symétrique, donc je vais prendre moins x, serait ici, normalement, donc symétrique par rapport à oméga. Donc ça serait, donc on aurait moins x, arc cosinus moins x. Alors, si cette symétrie était vraie, ça voudrait dire que eh bien, pi sur 2 est au milieu entre arc cosinus x et arc cosinus moins x. Donc, ça nous donnerait quoi? Arc cosinus x plus arc cosinus moins x divisé par 2 serait égal à pi sur 2. Et en multipliant par 2, eh bien, on obtient une propriété qu'on va démontrer, quel que soit x, donc appartenant à moins 1, eh bien, arc cosinus moins x, eh bien, c'est pi moins arc cosinus x. Et on va le démontrer tout de suite. Démontrons donc ceci. Alors, il y a plusieurs façons de démontrer ça. Donc, première façon, on va passer par la définition de ce que c'est qu'arc cosinus. Donc prenons x dans l'intervalle moins 1, 1. D'après ce qu'on sait, il existe un unique nombre θ, donc appartenant à 0π, tel que le cosinus donc, de θ est égal à petit x. D'accord? Ensuite, avec une formule de trigonométrie simple, ça veut dire que cosinus pi moins θ va être donc égal à moins cosinus θ, c'est-à-dire à moins x. Et donc, maintenant, regardez, arc cosinus x plus arc cosinus moins x va donc être égal à arc cosinus de cosinus θ plus arc cosinus de moins cosinus θ. Arc cosinus de cos θ, on a dit, puisque θ est dans 0π, ça donne bien θ. Et ensuite, arc cosinus de moins cosinus θ, eh bien à la place de moins cos θ, je vais mettre cosinus pi moins θ. Ça fait arc cosinus de donc cosinus pi moins θ. Or, pi θ, donc il appartient à 0π. Donc moins θ est entre moins pi et 0. Donc pi moins θ est bien entre 0 et pi. D'accord? Donc, conséquence, ça veut dire que l'arc cos de cos pi moins θ, c'est aussi pi moins θ. Effectivement, je rappelle, ce qui est important, c'est que pour tout x appartenant à 0 pi, on sait que arc cosinus de cosinus x est égal à x. C'est très important. Et donc là, vous voyez, il reste donc pi. Et donc on a réussi à démontrer notre propriété. Autre démonstration qui utilise une formule d'addition. Vous savez que cosinus a plus b, c'est cosinus a cosinus b moins sinus a sinus b. Donc j'applique ça. Cosinus donc de arc cosinus x plus arc cosinus moins x, c'est donc égal à
cosinus de arc cosinus x multiplié par cosinus de arc cosinus moins x moins sinus de arc cosinus x multiplié par sinus de arc cosinus moins x. Alors, je vous rappelle une propriété qu'on a donnée tout à l'heure, c'est que pour tout x donc, appartenant à moins 1, on sait que sinus de arc cosinus x, c'est, on l'a dit, racine carrée de 1 moins x2. Donc ici, qu'est-ce que ça va me donner? Cosinus arcos, on l'a dit aussi, ça vaut x. Ici, cosinus de arcos, donc ça fait moins x, moins racine de 1 moins x2, et ensuite, ici, je l'applique, ça fait racine de 1 moins x au carré. Quand on développe, j'ai moins x2. Ici, eh bien, j'ai racine de 1 moins x2 fois racine de 1 moins x2, puisque le moins ici va disparaître. Il me restera donc 1 moins x2, et quand je développe tout ça, qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, donc, moins x2 plus x2, ça disparaît, il me reste moins 1. Conséquence de ça. On a donc un réel dont le cosinus vaut moins 1. Alors attention, moins 1, ça peut être plein de choses. On sait qu'on est à gauche, mais c'est donc, ça veut dire que arc cosinus x plus arc cosinus moins x vaut pi modulo de pi. D'accord? C'est-à-dire pi ou 3pi ou 5pi, etc. Donc ici, nous, on veut démontrer que c'est exactement pi. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, arc cosinus x, ça renvoie un nombre entre 0 et pi. Arc cosinus moins x, ça renvoie un nombre entre 0 et pi. Donc, quand vous faites la somme arc cosinus x plus arc sinus x, c'est donc entre 0 et 2pi. Et entre 0 et 2pi, eh bien, il n'y a qu'un nombre de l'ensemble pi modulo 2pi. C'est donc pi. Conséquence, vous voyez, avec ça, obligatoirement, arc cosinus x plus arc cosinus moins x est donc égal forcément à pi. Et donc cette symétrie, eh bien, elle est bel et bien vraie. La courbe de arc cosinus possède un centre de symétrie, ici en 0, pi sur 2. Et donc, vous voyez, cette fonction, alors c'est pas une fonction impaire ni paire, mais elle a quand même une belle propriété de symétrie. Mais le centre de symétrie, vous voyez, a été décalé vers le haut de pi sur 2. On peut aussi procéder par dérivation. Alors déjà, on peut remarquer que, on sait que c'est dérivable sur moins 1 ouvert à arc cosinus, donc attention. Donc je vais étudier la fonction d'expression, donc arc cosinus x plus arc cosinus moins x. Cette fonction, elle est dérivable sur moins 1. Donc f est dérivable sur moins 1 comme somme de deux fonctions, chacune dérivable sur moins 1, donc ouvert. Alors ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que l'image de moins 1, c'est donc arc cosinus moins 1, on sait que c'est pi, plus arc cosinus de moins 1, donc arc cosinus 1, qui vaut 0. Donc f de moins 1, ça fait pi. F de 1, c'est donc arc cosinus de 1 qui vaut 0, plus arc cosinus de moins 1 qui vaut pi. Donc déjà, en moins 1 et en 1, on est bien, ça vaut bien pi. Bon, nous, ce qu'on veut montrer, vous voyez, d'accord, c'est que ça vaut toujours pi, quel que soit x appartenant donc à moins 1, 1. Alors on va dériver sur moins 1 ouvert. Combien vaut f'? Eh bien, on a appris à dériver arcos. Je vous ai dit, la dérivée, c'est moins 1 sur racine de 1 moins x2. Ensuite, arc cosinus moins x, c'est une composée. On va donc d'abord dériver moins x. Donc on a un petit moins 1 qui va sortir, multiplié par la dérivée d'arcos qu'on applique en moins x. Donc un moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Ça me donne, donc ici, moins 1 sur racine de 1 moins x2. Ensuite, moins fois moins 1, ça fait plus. 1 sur racine de 1 moins, ici j'ai mis x, c'est 2x et x2. Et ici, donc, x2. Et vous voyez que ça donne 0. Conséquence, donc, on a une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle non vide. Ça veut dire que, ici, pour tout x appartenant à moins 1, 1, f de x est donc égal à une constante.
D'accord? Donc, pour trouver cette constante, je prends une valeur de moins 1 ouvert et je calcule cette constante. Donc, cette constante, eh bien, ça sera l'image de 0. On va prendre ça simple. Combien vaut f de 0? Arc cosinus 0, c'est pi sur 2. Arc cosinus de moins 0, c'est pi sur 2 aussi. Il me reste donc pi. Vous voyez, donc, bilan. Pour tout x appartenant à moins 1, f de x égale à pi. Alors après, la fonction est continue sur le fermé, donc de toute façon, en moins 1 et 1, par limite, ça aurait donné pi. Mais on l'a vérifié. F de moins 1 est égal à f de 1. On a déjà vérifié que ça faisait pi. Donc vous voyez, quel que soit x, entre moins 1 fermé, on a bien la somme des deux qui vaut pi. Alors juste, calculatrice, vous voyez, sur une Casio, on a ici la touche cosinus, mais au-dessus, vous avez ACS, et donc arc cosinus. Alors on va la regarder quand même rapidement. Vous voyez, si vous voulez, arc cosinus. Donc vous voyez, ça tape cosinus moins 1, c'est une notation qui existe. Alors il faut faire attention parce qu'on peut se mélanger avec les puissances. C'est un moins 1 de fonction réciproque, donc on fait très attention. Vous voyez qu'on trouve bien pi sur 2. Au niveau de la courbe, on peut la tracer. D'accord, donc vous utilisez donc ici arc cosinus, donc ici cos moins 2x, on valide, voilà, et vous obtenez, alors ici la fenêtre n'est pas top, je vais prendre une fenêtre trigonométrique, voilà. Alors c'est pas mieux non plus parce que c'est pas vraiment une fonction trigonométrique, elle est réciproque, donc si vous voulez une bonne fenêtre, il faut vous placer entre moins 1 et 1, ensuite au niveau des valeurs, on a dit, on doit être entre 0 et pi, voilà, et là vous aurez notre belle fonction avec son démarrage ici, les deux tangentes verticales et le centre de symétrie. Alors une chose intéressante, c'est de tracer donc cosinus de arc cosinus de x. Regardez ce que ça donne. Donc ici, vous voyez, ça fait bien x sur moins 1. Ça, on l'a déjà dit. Alors maintenant, dans l'autre sens, je fais donc que arc cosinus de cosinus x. Alors cette fonction, si on ne la précise pas, elle est définie sur R, vous voyez, et ça fait une drôle de chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça nous donne ça? Vous voyez ici, j'ai plein de morceaux, donc c'est très très étrange, donc je la valide, voilà. Et ça, c'est donc la courbe de arc cosinus cosinus x. Pourquoi ça donne une telle courbe? Regardons les courbes. Donc si je prends x entre moins 1, que je fais cosinus arc cosinus x, eh bien, comme les deux fonctions sont réciproques sur les bons intervalles, on a la fonction identité. Vous voyez, y égale x. Ça, c'est la droite d'équation y égale x. Donc, on a bien donc cos arc cosinus x qui vaut x sur moins 1. Sur 0 pi, même chose. Si vous faites arc cosinus de cosinus x, on retombe sur x. Par contre, si on prend x réel, vous voyez, quand on fait cosinus arc cosinus x, ça n'existe pas partout. Ça n'existe que sur moins 1. Donc, on n'a pas de problème. Par contre, arc cosinus de cosinus x, ça existe partout. Donc sur x appartient à R, ça a des valeurs. Et bien quand on trace la courbe, on a trouvé cette courbe en dents de scie. Pourquoi? Alors si vous remarquez bien, sur 0 pi, on a bien l'identité. Qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous êtes de pi à 2 pi, quand vous calculez votre cosinus, et bien après, vous vous retrouvez avec un nombre entre moins 1 et donc votre arc cosinus, eh bien il va vous renvoyer un nombre donc forcément entre 0 donc, et pi. Donc ici, on a bien pi. Et donc à chaque fois, vous voyez, il va falloir faire attention. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que cette fonction, elle est périodique. Effectivement, arc cosinus de cosinus x, comme cosinus est périodique, cette fonction, donc, arc cos, que vous composez comme ça, arc cos rond cosinus, c'est 2pi périodique. D'accord? Donc c'est normal qu'on ait comme ça une répétition. Ensuite, on sait que cosinus, c'est une fonction paire. Donc, arc cosinus rond cosinus est une fonction paire. Ça veut dire que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc, eh bien, la partie ici de gauche, elle est tout à fait normale. Elle vient de la parité. Et ensuite, vous avez juste à répéter. Donc, cette courbe, en fait, ça n'est que la répétition de ce V ici qui est apparu grâce à la parité de arc cosinus rond cosinus. Donc, cette courbe, vous pouvez vous en rappeler à partir uniquement du fait que arc cosinus rond cosinus, c'est l'identité sur donc 0 pi. Et donc après, par symétrie, à cause de la parité, vous avez cette deuxième partie qui forme un V, et après vous répétez ça à l'infini, donc vous avez forcément une courbe en dents de scie. Donc ça s'explique tout à fait simplement par les propriétés
de la fonction arc-cosinus rond cosinus. D'accord ? Voilà, cette vidéo sur la fonction arc-cosinus est terminée. Donc je rappelle, c'est une vidéo de présentation de la fonction donc destinée aux élèves de terminale. Donc je n'ai pas utilisé donc tous les théorèmes puissants qu'on voit dans le post-bac. Et donc on est resté, je pense, sur des démonstrations accessibles à tous, même si on commence à être sur des choses un petit peu plus tordues. Donc il faut vraiment faire son chemin là-dedans et c'est un petit peu de travail qu'on va vous demander. Voilà. Prochaine vidéo dans cette série, c'est donc la deuxième fonction circulaire réciproque, ça sera la fonction arc-sinus. Donc ça va être facilité, parce que là on a déjà bien travaillé la fonction arc-cosinus. Donc cette deuxième fonction arc-sinus, elle va passer un petit peu mieux, les propriétés, vous verrez, sont un petit peu similaires. Et ensuite, on passera donc à la fonction arc-tangente, très importante aussi, évidemment. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.